À 4 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, en pleine tension préélectorale, l'exécutif ivoirien interdit tout rassemblement politique en dehors du cadre électoral pendant 2 mois. À l'heure où le président Ouattara brigue un 4e mandat, avec nous, le représentant du candidat du RHDP et porte-parole. Bonsoir. Alors, je le disais, interdiction de se rassembler pour 2 mois, une cinquantaine de manifestants qui écopent de 3 ans de prison ferme, 3 morts en 1 semaine, ce n'est pas rien. Ne craignez-vous pas que le spectre des violences passées est en train de planer sur le pays? Non, la Côte d'Ivoire est sur des fondamentaux solides, madame. Nous avons un pays qui s'est modernisé, avec une armée, une police qui est professionnelle. Nous sommes dans un processus électoral. On aura des élections le samedi prochain. Manifestement, vous avez 2 blocs. Le bloc que j'appelle le bloc républicain, composé de partis au pouvoir comme de l'opposition qui ont décidé d'aller aux élections et de faire confiance aux voix des Ivoiriens. Et puis vous avez donc le bloc subversif qui a décidé donc de défier la démocratie et d'empêcher donc la tenue donc d'élections. Écoutez, pour le bloc républicain opposant comme parti au pouvoir, les manifestations dans le cadre du processus électoral sont permises. Mais pour ceux qui veulent obstruer le processus électoral et qui s'adonnent à des casses et à des violences, mais la force reste. C'est normal, finalement. Mais madame, j'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La responsabilité des morts incombe à ceux qui décident d'aller contre la loi et les institutions et qui décident donc de s'adonner à la violence. Nous avons aujourd'hui un gendarme qui s'est fait tirer dessus. Donc la responsabilité, c'est ceux qui ont décidé d'utiliser donc la voie de la violence. Et ceux-là répondront devant la loi. Alors vous affirmez que l'alternance ne se décrète pas, elle se gagne dans les urnes. Mais quand des figures comme Gbagbo ou Thiam sont exclues, est-ce vraiment un choix libre pour les électeurs ? D'abord, il faut sortir du débat des personnes. On le dit, on le répète, à Sassissé, il faut sortir du débat des personnes. Au Sénégal, M. Sonko avait été empêché de se présenter aux élections. Mais M. Diomaye est devenu président de la République. Et donc, parce que le PASTEF a choisi donc d'aller aux élections, a choisi le processus électoral. Le PASTEF n'a pas fait ce que ses opposants font en Côte d'Ivoire. Donc, M. Laurent Gbagbo n'a pas été exclu. M. Tidjane Thiam n'a pas été exclu. Ils ont juste, donc, ils ne remplissent pas les conditions conformément à la loi. Et comme en France, demain, Marine Le Pen ne pourra elle a été condamnée. Donc ne nous demandez pas de faire ce que vous n'acceptez pas chez vous. Ici aussi, il y a des règles. Même si nous sommes des pays africains, il y a des lois et chacun doit se conformer aux lois. Alors quand Tidjane Thiam, depuis Paris, évoque « Nous allons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours », qu'est-ce que ça vous évoque? Rien du tout. Ce monsieur est hors course. Ce qui est important pour nous, c'est le bilan de ces 15 dernières années. Et nous avons un devoir de redevabilité envers les Ivoiriens qui nous ont fait confiance et leur dit ce que nous avons pu faire pour eux. Et ensuite, quels sont les défis, donc les 5 prochaines années, notamment les transformations structurelles de notre économie qui va se poursuivre, maintenir un taux de croissance élevé, réduire la pauvreté. Vous savez, 5 millions d'Ivoiriens sont sortis de la pauvreté depuis quelques années. Et nous allons poursuivre. Nous étions à 55% de pauvres, aujourd'hui nous sommes à 37%. Notre objectif, c'est d'atteindre 20% de pauvres à l'horizon 2030. Donc ce qui nous intéresse, et le défi pour nous, c'est ce dialogue avec les populations ivoiriennes. Le reste, madame, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais ce que dit Tidjane Thiam, quand même, en toile de fond, je rappelle que c'est notamment le 4e mandat du président Ouattara qui reste très contesté. Les critiques sont claires. Ce mandat, comme en 2020 d'ailleurs, viole l'esprit de la Constitution. Ce débat est derrière nous. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de M. Ouattara. Les Ivoiriens auront donc aux urnes pour dire s'ils acceptent que M. Ouattara continue ou pas. Alors vous parliez des populations tout à l'heure, en tout cas visiblement, les électeurs boudent le retrait de leurs cartes, beaucoup n'ont pas été retirés. Ne sentez-vous pas que les électeurs ivoiriens n'y croient plus à ce jeu démocratique ivoirien? Mais je ne sais pas sur quoi vous basez pour dire qu'ils boudent. Révisiter les processus électoraux des années passées, on a toujours le même taux de retrait des cas d'électeurs. Pourquoi ça a été prolongé alors? Retirer aussi le cas d'électeurs. Pourquoi ça a été prolongé cette possibilité de retirer leurs cartes? Est-ce que je peux répondre à votre question? Je vous en prie, je vous en prie. La loi permet aux Ivoiriens de retirer. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Ça a été prorogé parce que la CEI, et conformément aux accords avec tous les parties prenantes, a décidé de donner 2 jours supplémentaires. Mais Monsieur Touré, on n'a pas entendu le début de votre réponse. Est-ce que vous pouvez répéter le début de votre réponse, s'il vous plaît? On n'a pas entendu. Mais ce que je dis, c'est que la CEI a repoussé de 2 jours le retrait des cartes d'électeurs avec l'accord de toutes les parties prenantes. Et même si au bout de ces 2 jours, certains Ivoiriens n'arrivaient pas à retirer les cartes d'électeurs, la loi leur permet de le faire le jour du scrutin. Donc cela n'a aucun impact sur l'état d'esprit des Ivoiriens et le taux de participation. 15 ans après l'arrivée d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire affiche effectivement une forte croissance, plus de 6%, mais les inégalités restent criantes. Comment expliquez-vous ce décalage entre succès macroéconomique et difficultés sociales?
Vous êtes quand même assez sévère parce que même aux États-Unis, en France, partout, il y a des inégalités sociales. Après, c'est de regarder d'où nous sommes partis, madame. Oui, je parle juste du cas ivoirien. On parle du cas ivoirien à l'heure actuelle. Oui, mais je dis... Oui, mais c'est bon quand même souvent de comparer. Alors, en 2011, nous avions 55% de pauvres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons 37% de pauvres. Plus de 5 millions d'Ivoiriens sont sortis de la pauvreté. Madame, avec le gouvernement ivoirien, avec l'appui et donc des partenaires au développement, c'est 400 000 ménages qui sont assistés tous les trimestres. Donc, ce sont les ménages les plus vulnérables. C'est le raccordement à l'électricité qui a permis à près de 4 millions de personnes donc d'être raccordées à l'électricité. C'est la couverture en électricité qui part de 33% à plus de 95%. Mais c'est 608 collèges qui ont été construits en 15 ans, alors qu'en 50 ans, on n'avait que 294 collèges. C'est 9 universités qui ont été, 6 universités qui ont été construites passant à 9 universités, alors qu'en 50 ans, on n'avait que 3 universités. Donc les inégalités existent certes, mais elles reculent. Et c'est ce qui est important. Cette dynamique donc va se poursuivre et notre bataille aujourd'hui, c'est justement réduire au maximum ces inégalités pour que tous les Ivoiriens vivent de façon égalitaire et heureux dans ce pays.